si on s'occupe de cette question, qui évidemment est très importante, il me semble qu'il faut avoir une approche en trois points. Premièrement, c'est pourquoi y a-t-il eu des industrialisations? Je vais regarder le cas de la France, hein, parce que c'est un pays d'ailleurs très intéressant de ce point de vue. On pourrait d'ailleurs parler d'Italie, d'Espagne, de Royaume-Uni, hein, mais regardons le cas de la France. En gros, il y a deux grandes thèses. Il y a la première thèse qui est la thèse des coûts de production, qui dit, depuis la création de l'euro, la France, ou l'Italie, hein, c'est vrai aussi, n'a plus pu utiliser la technologie qu'ils utilisaient avant, qui était la technologie de dévaluer quand il fallait améliorer la compétitivité. Et donc, la perte de l'instrument du taux de change fait que les dégradations de compétitivité ne sont plus corrigées et que cette dégradation de la compétitivité a conduit à des pertes de parts de marché et à la délocalisation de l'industrie. Donc, c'est une thèse par les coûts qui dit que la France, à la différence de l'Espagne, par exemple, a refusé d'utiliser ce qu'on appelle une dévaluation interne, hein, c'est-à-dire une restauration de la compétitivité par la baisse des salaires, substitue à la dépréciation du taux de change qu'on ne peut plus avoir, bien sûr, dans une union monétaire. Et puis la seconde thèse, c'est la thèse qui dit non, ce qui est vraiment central, c'est la question de compétences. On s'aperçoit qu'il y a une corrélation extrêmement forte, quand on compare les pays de l'OCDE, entre les compétences de la population active, le niveau en sciences des jeunes et des enfants, d'un côté, et d'un autre côté, le poids de l'industrie, les parts de marché à l'export, le degré de robotisation de l'industrie, hein, qui est extraordinairement faible en France, et que donc, en réalité, ce qui a causé la désindustrialisation, c'est une dégradation, à partir de la fin des années 1990, des compétences de la population. Alors, c'est un débat qui est extrêmement important, parce que si on adhère à la thèse des coûts, soit on gèle les salaires, soit on continue dans la doctrine récente qui est de baisser les impôts des entreprises, hein, pour faire baisser les coûts, qui est une doctrine qui était continuellement utilisée en France dans tous les gouvernements. Et si on adhère à la thèse des compétences, on se dit que finalement, baisser les coûts ne va pas être très efficace et que ce qu'il faut, c'est investir dans la formation, dans l'éducation, fabriquer davantage de qualifiés dans les matières scientifiques, hein. En proportion de la population, il y a 2,5 fois moins de jeunes qui ont des diplômes scientifiques en France qu'en Allemagne, par exemple. Quand on essaie de trancher empiriquement, honnêtement, la thèse des compétences apparaît plus pertinente. Alors, je sais que c'est un débat qui d'ailleurs à nouveau qui est extrêmement important, hein, du point de vue des politiques qu'on va choisir. Et moi, j'ai l'impression, en regardant les chiffres, que la thèse des compétences est plus pertinente que la thèse des coûts. Ce qui est probable aussi, que ce qui est vraiment déterminant, c'est le couple, c'est-à-dire avoir à la fois des coûts élevés et des compétences faibles. Alors, on peut montrer ça aussi quand on fait des travaux comparatifs internationaux. Finalement, le groupe de pays désindustrialisés, c'est les pays qui ont à la fois des coûts élevés et des compétences faibles. Et bien sûr, il y a un modèle économique qui est le modèle de compétences faibles mais coûts faibles. Par exemple, Portugal, hein, qui évidemment peut marcher. Et puis il y a un modèle économique qui est compétences élevées, coûts élevés, l'Allemagne ou les pays d'Europe du Nord qui peut marcher aussi. Et le modèle économique coûts élevés, compétences faibles, on voit bien qu'il est plus compliqué. En gros, Portugal, Italie, France. Voilà. Donc on est plutôt, à mon avis, sur la bonne piste, c'est plutôt la piste des compétences que la piste des coûts et de l'euro. Bon, c'est un débat, hein, mais il me semble que les chiffres sont plus cohérents avec la piste des compétences. Alors ça, c'est l'état des lieux. Question 2, est-ce qu'il faut espérer aujourd'hui qu'il y ait des relocalisations? Alors, je crois que ça, on est dans l'utopie la plus totale, parce que la crise de la Covid est plutôt un moteur de délocalisation. Alors, il y a deux arguments, il me semble ici, qui sont importants. Le premier, c'est que les entreprises cherchent des économies de coûts. Donc, elles cherchent à rétablir leur profitabilité après la crise. Et un des instruments qui est utilisé par toutes les entreprises, et d'ailleurs qui provoque un redressement extrêmement rapide des profits, au premier trimestre 2021, les profits des entreprises vont retrouver leur niveau d'avant la Covid, avec une vitesse de restauration des profits qui est extrêmement rapide.
et qui est lié essentiellement, alors bien sûr aux aides publiques, hein, qui jouent un rôle, mais aussi beaucoup aux économies de coûts. Et quand on cherche des économies de coûts, on va produire là où les coûts sont plus bas, c'est-à-dire en Europe de l'Est, par exemple, ou en Afrique du Nord. Alors, il est vrai qu'aujourd'hui, après la crise, mais ça avait commencé bien avant, on recherche des chaînes de valeur qui soient moins distendues, hein, donc on raccourcit les chaînes de valeur, mais on s'aperçoit que le raccourcissement des chaînes de valeur va certainement réduire les délocalisations très lointaines, comme en Chine, mais se fait au profit de délocalisations proches, par exemple l'Europe de l'Est. Donc, et c'est quelque chose qu'on voit. Donc, on est en ce moment, on est en train d'avoir une vague de délocalisation vers des pays voisins, mais à coût faible. Et souvent, quand c'est l'Europe de l'Est, à compétences élevées d'ailleurs, hein, parce que les pays d'Europe centrale sont bien dans la bonne case, compétences élevées et coûts faibles. Et puis le second argument qui explique que ça ne va pas être si simple, c'est quelque chose qu'on commence à regarder dans la littérature économique, c'est que le télétravail, ça a été jusqu'à présent présenté comme quelque chose d'extrêmement sympathique, où au lieu d'aller dans son bureau à la Défense, on est dans sa maison en Bretagne au bord de la mer. Alors ça, c'est le côté sympathique, mais la réalité, c'est que ça fabrique sans doute une beaucoup plus grande mobilité du travail qualifié. Et cette mobilité du travail qualifié, elle va se faire vers des pays où le coût de la vie est plus faible. Donc ça risque de ne pas être que la maison au bord de la mer en Bretagne, mais ça risque d'être le Portugal, la Grèce, le Maroc, les pays d'Europe centrale, enfin des pays à coût. Et on voit même des pays plus lointains, des pays à coût faible. Donc on peut avoir une vague de délocalisation qui cette fois-ci serait plus uniquement les implantations productives de l'industrie, et qui seraient les sièges sociaux, en fait, hein, qui seraient les jeunes cadres en particulier des sièges sociaux, qui s'installeraient, les gens, dans les services financiers, les services de comptabilité, de contrôle de gestion, etc., qui s'installeraient dans des pays où le coût de la vie, en particulier le coût du logement, est beaucoup plus faible que dans les grandes métropoles françaises. Voilà. Donc, et puis le troisième argument, j'ai dit deux, mais en fait il y en a un troisième, c'est que le monde se désindustrialise. Et là, au niveau du monde, ce n'est pas une question de part de marché, c'est parce que la demande de biens et services se déplace vers les services mondialement. Hein, et ça a commencé dans les années 90, mais ça ne fait que s'accélérer. Donc le monde devient progressivement une économie de services. Donc, de toute façon, puisque la demande se porte vers les services, forcément, le poids de l'industrie dans l'économie mondiale diminue. Et donc, c'est évidemment beaucoup plus compliqué de conserver l'industrie quand on est en face d'une désindustrialisation globale, parce qu'il faut attirer de l'industrie au détriment des autres. Et on voit qu'un pays comme la France, à nouveau, avec des coûts élevés et des compétences faibles, va avoir beaucoup de mal à attirer de l'industrie au détriment des autres dans une configuration où, globalement, il y a une désindustrialisation qui résulte simplement de la déformation de la demande vers les services, hein, qui est liée à la montée des niveaux de vie. Vous voyez, un pays comme la Chine, maintenant, les Chinois arrêtent de consommer des biens et consomment des services, donc, qui est lié au vieillissement. Donc, le mouvement spontané, il ne faut pas se faire la moindre illusion, ça va être la poursuite de la désindustrialisation de la France. Alors, troisième partie maintenant, si vous êtes ministre de l'économie ou président de la République, vous faites quoi si vous voulez relocaliser de l'industrie face à cette situation où le mouvement spontané sera probablement un mouvement de poursuite de désindustrialisation et de délocalisation. Enfin, il me semble qu'il y a d'abord il y a un sujet d'autonomie stratégique. Qu'est-ce qu'on veut absolument produire, y compris qui n'est pas économiquement rentable. Quand on fabrique le matériel militaire en France, ça serait moins cher pour le budget de la France de l'importer des États-Unis. On a choisi de le fabriquer nous-mêmes pour des raisons d'autonomie stratégique. Les médicaments, on voit qu'on veut relocaliser l'industrie du médicament. Ça va coûter plus cher de fabriquer des médicaments en France qu'en Inde. On considère que, d'un point de vue de l'autonomie et de la souveraineté, on doit fabriquer ces médicaments. Donc, il y a une liste de produits pour lesquels, même si ce n'est pas économiquement raisonnable, on va relocaliser. Simplement, ça se fera avec énormément de subventions publiques. Il y a un exemple très clair aujourd'hui, par exemple, qui est de grande taille, c'est la batterie électrique. Il y a
aucune raison en réalité de fabriquer des batteries électriques en France. On va quand même en fabriquer. Hein, c'est une alliance entre Total et Stellantis. Et on va les fabriquer parce que l'État français et l'État allemand ont mis beaucoup d'argent dans cette affaire qui permet de fabriquer des batteries en France. Mais spontanément, ça ne se ferait pas. On voit la limite de ces relocalisations stratégiques, c'est la limite, c'est l'argent public. On ne peut pas tout subventionner. Après, sur ce qui n'est pas subventionné, je reviens à mon premier point. Moi, il me semble que la première politique, il y a évidemment une pression du patronat en France comme dans les autres pays pour dire qu'il faut continuer à baisser les impôts des entreprises pour baisser les coûts. Je ne suis pas sûr que cette politique d'abord soit faisable, parce qu'on a déjà fait beaucoup. Hein. Rappelez-vous qu'on a fait beaucoup de baisses de charges, on a baissé les impôts de production, on a baissé les impôts sur les profits. Donc il y a un certain moment où l'État a besoin de recettes fiscales. Donc il y a une limite à la baisse des impôts. Et puis, je reviens à mon premier point, si on pense que le vrai sujet, c'est les compétences, le risque, c'est de dépenser beaucoup d'argent public avec un résultat très faible. Si on a un gros handicap de compétences, il faudrait des baisses absolument gigantesques des coûts pour le compenser. On n'est pas forcément... Quand on prend les enquêtes de l'OCDE, la France et l'Espagne ont le même niveau de compétences de la population active. Et les coûts de production unitaire de l'industrie sont 25% plus bas en Espagne qu'en France. Donc, on ne va pas baisser les salaires de 25%. Hein. Donc, cette stratégie, elle risque de ne pas marcher ou d'être extrêmement homéopathique. Donc, moi, je pense, à nouveau, conformément aux analyses que je fais, que la bonne stratégie, c'est une stratégie de monter des compétences. Donc, il faut former les populations aux métiers de l'industrie. Ça veut dire attirer davantage de jeunes dans les filières scientifiques, créer une filière technique de qualité, comme on a en Allemagne, hein, avec les universités techniques. Hein. En gros, ça s'appelle les IUT en France, hein, mais il faut les développer, il faut les monter en gamme. Et puis faire de la formation professionnelle, y compris à l'initiative des entreprises, hein, ce qui commence à se faire pour former des jeunes techniciens très qualifiés sur les métiers les plus pertinents d'avenir. Voilà. Et puis, dernier point dans les politiques économiques, relocaliser ce qui est parti pour une bonne raison, c'est sans espoir. On ne va pas convaincre une entreprise de relocaliser par patriotisme. Si elle l'a fait, bon, il y a quelques cas de délocalisation erronés. Il y a eu le mythe de la Chine, donc tout le monde voulait être en Chine. Il y a quelques entreprises qui considèrent maintenant que c'est une erreur. Et d'ailleurs, quand elles relocalisent, à nouveau, c'est plutôt, on voit dans l'industrie automobile, par exemple, c'est plutôt la Slovaquie, la Pologne, la Roumanie que la France. Hein. Mais de la relocalisation de ce qui a été délocalisé pour une bonne raison, ça n'existera pas. Donc l'idée aussi est plutôt de se dire, on va essayer de fabriquer des filières dans des industries nouvelles qui ont un potentiel de croissance extrêmement grand. Il faut se rappeler que les booms économiques, c'est toujours ça. C'est toujours, il y a une industrie qui est au début très petite, qui devient très grosse, qui se met à embaucher beaucoup de gens, à beaucoup investir. Par exemple, c'est l'industrie automobile ou l'industrie d'électroménager dans les années 1950, 60, 70 en Europe. Aux États-Unis, c'est plutôt dans les années 20. Et donc, il faudrait qu'on soit capable de développer en France une industrie qui est aujourd'hui très petite et qui a un potentiel pour devenir extrêmement grande. Parce que l'idée qu'on va ramener ce qui est parti, moi je n'y crois absolument pas, à part bien sûr le créneau stratégique qui sera ramené à coup d'argent public. Et donc c'est quoi et donc la vraie difficulté là, c'est la politique industrielle, quoi. Est-ce que la politique industrielle est capable d'identifier une industrie aujourd'hui toute petite et dans 20 ans très très grande, quoi, qui aura beaucoup d'emplois, beaucoup d'investissements? C'est peut-être, par exemple, il y en a une idée qui n'est pas très originale, mais qui est par exemple la filière hydrogène. On se dit que l'hydrogène, ça peut être l'énergie du futur. Donc, si l'hydrogène remplace tous les carburants, tout le stockage de l'énergie, etc., tout le gaz liquéfié, ça va devenir gigantesque comme filière. Donc, peut-être qu'il faut aider au développement d'une filière hydrogène. Mais il faut avoir d'autres idées, quoi, je veux dire. On peut en avoir. Il y a l'avion du futur, il y a sans doute, mais c'est plutôt ça qu'il faut avoir à l'esprit. Donc, conclusion de tout ça, dans le débat coût versus compétences, moi je pense que les compétences jouent un rôle majeur, que de toute manière, on ne peut pas baisser les coûts
suffisamment pour réindustrialiser, parce que ça impliquerait des baisses de salaire qui sont inacceptables et infaisables. Deuxièmement, que la tendance spontanée aujourd'hui va être plutôt une accélération de la désindustrialisation et des délocalisations. Et troisièmement, que les bonnes politiques économiques, c'est d'une part des politiques de compétences, aussi bien dans le système éducatif que dans la formation professionnelle, avec un rôle du secteur privé. L'État ne peut pas tout faire. Les branches professionnelles peuvent investir plus dans la formation, dans récupérer des jeunes en difficulté, leur donner un métier très pointu. Enfin, il y a des métiers très pointus en incroyable tension dans l'industrie. La soudure, je prends un exemple au hasard, c'est un métier sur lequel il y a des débouchés considérables avec des salaires très élevés. Et il n'y a personne. Et puis, dernier point, on ne va pas relocaliser ce qui est parti pour une bonne raison. On ne va pas ramener l'industrie du textile ou du jouet ou du bien d'équipement ménager bas de gamme en France. C'est une plaisanterie. Et donc, ce qu'il faut, c'est réfléchir vers le futur. Qu'est-ce qui a un potentiel de développement considérable dans les industries nouvelles, qui est aujourd'hui tout petit, qui va devenir très gros dans 10 ans, dans 20 ans. Voilà. Donc, voilà ce que j'aurais écrit. Je ne sais pas quelle note j'aurais eu, mais voilà ce que j'aurais écrit si j'avais eu ce sujet. Patrick, le professeur que je suis t'aurait mis une excellente note avec un commentaire excellent. Merci beaucoup.